Imaginez-vous être obèse, être toujours affamé, faire plus que 7 heures d'exercice par semaine, manger bien en deçà de ce qu'on devrait pour perdre du poids, pas perdre de poids, puis se faire dire par son médecin qu'on est menteur. Pourquoi? On regarde ça aujourd'hui à une fois paisible. Fait que, oui, j'étais toujours affamé, je faisais ce qu'il fallait. 7 heures d'exercice, je faisais de l'elliptique, là, 7 heures d'elliptique par semaine. Puis je montais mon rythme cardiaque à 70% du rythme cardiaque maximal. Déjà là, j'aurais dû perdre. Je mangeais à 1200 calories par jour. Puis, et à 5 pieds 7, un gars qui fait autant d'exercices par semaine, j'aurais dû perdre. Je perdais pas. J'avais toujours faim, j'étais toujours affamé. J'aurais pu dévorer. Et c'est dur de toujours avoir faim de même. C'est très dur. Mais je suis obèse. Puis j'essaie de faire mon maximum. Je vais voir mon médecin. Il me dit: «Ben, écoute, tu dois me mentir, ça se peut pas que tu fasses tout ça». Puis moi, de mon bord, je rentrais tout dans mon journal alimentaire. Je rentrais tout ce que je faisais. J'avais mon rythme cardiaque avec la patente, là. J'avais un truc pour mesurer mon rythme cardiaque. Je perdais pas. Mais aujourd'hui, ce qu'on va regarder, on va dire: «Pourquoi? Pourquoi j'avais si faim que ça?» Vous savez, la faim, c'est surtout hormonal. Ça, je le comprenais pas. Ça, je le savais pas. Ou en tout cas, je le savais peut-être, heu, académiquement, mais quand tu vis avec ta faim tout le temps, tu le réalises pas. Puis tu essaies de faire ce qu'on te dit qu'il fallait faire, tu penses pas aux hormones, là. Tu penses pas à ça pantoute. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on a faim tout le temps? Ben, il y a un dicton en biologie, qui dit que la biologie dicte le comportement. Bon, disons que la biologie influence grandement le comportement, mais on va garder cette idée de dicte-là, puis on va voir que les décisions que je prends vont affecter ma biologie, qui, à leur retour, va grandement dicter mes comportements. Alors, mais par rapport à la faim, qu'est-ce qui fait qu'on a tellement faim? Je vais vous dire quelque chose, déjà, hein, je vous donne un spoiler, comme ils disent en anglais. Le spoiler, c'est que, ah ouais, c'est encore les glucides qui sont les grands responsables de ça, là. C'est les glucides, encore. Donc, si je regarde ça ici, la faim, comme je vous dis, est surtout une question d'hormones. La biologie dicte les comportements. Donc, nos choix doivent anticiper la réponse biologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choix que je vais prendre, OK, je dois prendre les décisions en conséquence de savoir que ce que je vais manger, ce que je vais faire dans mes comportements va avoir un impact sur ma biologie. Si je regarde ça ici, la faim, comme je vous dis, est surtout une question d'hormones. La biologie dicte les comportements. Donc, nos choix doivent anticiper la réponse biologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choix que je vais prendre, OK, je dois prendre les décisions en conséquence de savoir que ce que je vais manger, ce que je vais faire dans mes comportements va avoir un impact sur ma biologie, puis qui va avoir un impact direct sur le fait que je suis affamé ou pas. Ça, c'est important quand on veut gérer sa faim, parce que tu gères ta faim, il y a des grandes chances que tu vas être capable de toffer le régime alimentaire, entre guillemets. Hein, bon, je pense pas que je fais un régime actuellement. Plutôt, j'ai une alimentation appropriée à l'être humain. Et ça, ce qui fait que je perds du poids, que je suis en belle perte pondérale, puis je suis en santé. Je veux dire, j'ai quasiment plus de douleurs chroniques que j'avais. J'avais des douleurs à plus finir. Et surtout, après avoir fait 7 heures d'exercice par semaine pendant un bout de temps, quand tu es en surpoids comme ça, avec l'éthique que je faisais, ils m'ont vous dit une affaire, les articulations, là, ils en ont mangé un coup. Parce que quand tu es en surcharge pondérale à ce point-là, c'est très dur sur les articulations quand tu te donnes à fond comme ça. Bon, ensuite, ben, on va voir notre vieille amie, une hormone qui est très importante pour le corps humain. J'ai dit que la faim était surtout une question hormonale, c'est vrai. Et l'une des maîtres dans ça, ben, c'est notre vieille amie, l'insuline. L'insuline, c'est pas une ennemie. On mourrait si on n'avait pas l'insuline. Hein, l'insuline, elle est très importante comme hormone, elle est essentielle à notre vie. Donc, nos décisions vont avoir un grand impact sur l'insuline, puis sur toute la cascade de trucs que l'insuline, toute la cascade d'impact que l'insuline va avoir sur notre corps. Donc, hein, c'est une des clés très importantes. OK? Donc,
L'insuline, on l'a dit les dernières fois, est une hormone de stockage énergétique. L'insuline, quand elle est présente dans le sang, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit au corps, tu vas emmagasiner. Tu vas emmagasiner, hein? Tu emmagasines, c'est le temps de stocker. OK, c'est l'automne, on s'en va au marché, on fait tous nos, hein, on stocke comme dans le bon vieux temps, on faisait tous nos canages, hein, fin de l'été, début de l'automne, on faisait notre canage, on paquenait le garde-manger pour être sûr de passer l'hiver comme il faut. Donc, l'insuline, on l'a dit les dernières fois, est une hormone de stockage énergétique. L'insuline, quand elle est présente dans le sang, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit au corps, tu vas emmagasiner. Tu vas emmagasiner, hein? Tu emmagasines, c'est le temps de stocker. OK, c'est l'automne, on s'en va au marché, on fait tous nos, hein, on stocke comme dans le bon vieux temps, on faisait tous nos canages, hein, fin de l'été, début de l'automne, on faisait notre canage, on paquenait le garde-manger pour être sûr de passer l'hiver comme il faut. L'insuline a joué ce rôle-là pas mal dans le corps. Elle, c'est une hormone de stockage. OK? C'est pas son seul but, mais c'est un but important qu'elle a. C'est une fonction importante qu'elle a dans l'organisme. C'est une hormone de stockage énergétique. Puis elle favorise l'entrée du glucose dans les cellules. OK? Donc, ça, c'est aussi très important. Elle va faire en sorte que le glucose, hein, quand on prend la glycémie, quand on check le sucre sanguin, le sucre, ben, c'est du glucose dans le sang, puis il va permettre aux cellules de prendre le glucose pour s'en nourrir, pour donner de l'énergie, fournir de l'énergie aux cellules. Et on l'a dit la dernière fois, le glucose, c'est un poison dans notre sang. Sa place, c'est dans les cellules. Sa place, c'est d'être brûlé par les cellules. C'est où être transformé en graisse pour être stocké. OK? C'est comme ça que le corps gère le glucose, ni plus ni moins. Donc, quand ton insuline est élevée, tu vas réduire l'accès aux réserves de graisse. Fait que plus ton insuline est élevé, moins tu as accès à tes réserves de graisse. Et fait que ça, imaginez-vous, ton garde-manger il est plein, ton frigidaire est plein, ta chambre froide est pleine, mais tout est barré. Toi, tu es affamé puis tu veux manger, mais tu peux pas parce que tu n'as pas accès à tes réserves. OK? Qu'est-ce qui se passe, vous pensez? Hein? Si elle reste élevée, tu as encore un accès limité à l'énergie. Parce que si elle reste élevée, l'insuline, qu'est-ce qu'elle fait, l'insuline? Elle dit au glucose, hey, tu décantes du sang, tu sors du sang, tu rentres dans les cellules, ou ben non, tu vas te transformer en graisse, tu es en surplus. C'est-à-dire, quand tu manges, puis ton insuline te dit, il faut stocker, il faut stocker, il faut stocker, ben, tu vas augmenter la lipogenèse, tu vas augmenter l'entrée des cellules dans ton sang, puis parce que c'est ça qui va se passer. OK? Le résultat, ben, c'est que malgré que tu as des réserves pleines, hein, tes réserves sont pleines, ton garde-manger il est bourré à craquer, ton frigidaire, il n'y a plus de place, ta chambre froide elle est pleine, 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 ben, tu as tout le canage qu'il te faut, mais malgré tout ça, tu n'as pas accès aux réserves. Donc, tu as faim parce que ton corps, il a besoin d'énergie, mais son accès est limité. Limité à quoi? Ben, limité à ce que tu manges. Tu n'as pas accès à ce qui est stocké. Tu comprends? Fait que, ensuite, donc, les conséquences de l'insuline élevée, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que tu as une énergie qui est instable, tu as un besoin constant de carburant externe, tu as besoin d'énergie, tu vas aller chercher à l'extérieur ton carburant, tu vas avoir de la difficulté à utiliser tes graisses, tu vas avoir une augmentation du stockage. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, on le connaît, ce récidivisme-là. On l'a dit en entrée de jeu, un des grands responsables de notre faim à pu finir quand on est obèse puis qu'on a faim tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pas parce qu'on est des lâches, pas parce qu'on est paresseux, pas parce qu'on est des gloutons. Non, n'oubliez pas, la biologie dicte le comportement, mais c'est tes décisions en amont de ta biologie qui vont faire en sorte que, ben, c'est ça qui va gérer un peu comment tu peux gérer ta faim, là. OK? Donc, ben, c'est le glucose, encore une fois. Le glucose est un grand responsable, encore et encore et encore. On l'a dit dans les épisodes précédents, c'est vraiment important. Dans le sang, ici, on a un petit graphique bien, bien simple. Sur l'axe vertical, hein, on a le niveau de glucose. Sur l'axe horizontal, on a le temps. OK? Donc, et qu'est-ce qui va se passer quand on va manger, dans le fond, qu'est-ce qui va se passer? Ben, une glycémie normale, ça va avoir l'air de ça. Fait que dès que tu manges, hein, au début, ici, tu manges, puis, euh, OK? Donc, tu manges ici, puis là, ta glycémie, une glycémie normale, ça va être là, ton sucre va monter un peu, l'insuline va rentrer en action parce que tu as, du sucre dans le sang. Là, l'insuline va agir, puis là, ben, ta glycémie va descendre tranquillement, normalement. Mais là, une glycémie anormale, ben, ça veut dire que tu as mangé, puis là, tu vas avoir un pic de glycémie. Hein, si tu prends ta glycémie ou si tu as un moniteur glycémique là, continuel, là, je ne me souviens plus du nom technique, là, mais
Si tu as ton moniteur, après avoir mangé, ton insuline monte en flèche. OK? Tu as un pic glycémique, là, ton de glycémie. Là, qu'est-ce qui se passe à cause du pic? Hey, ton pancréas, branle-bas de combat. Ah ouais, vite, il y a beaucoup trop de glucose dans le sang. Ah ouais, on shoot de l'insuline là. Là, une montée d'insuline conséquemment. Qu'est-ce qui se passe? Mais là, tu as une descente en cascade. Vraiment, c'est comme si tu as une pente de ski d'expert qui est là. Hein, puis là, ton glucose, il pique du nez en tabarouette. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, tu descends en bas, la normale. Tu descends vraiment en bas de la normale. Là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, t'as faim. Là, ton sucre, tu te sens plus bien pantoute. Là. Ton sucre est bien trop bas. Tu te sens plus bien pantoute. Ça, c'est important. OK? Donc, là, qu'est-ce qui se passe après ça? Tu as un crash glycémique. Cette chute-là, hein, cette chute à pic-là, ben, c'est un crash glycémique. Puis là, donc après, montée rapide du glucose, montée rapide de l'insuline, chute rapide du glucose, déséquilibre énergétique qui est brutal. Là, ton cerveau, là, quand ici, là, t'es ici, là, OK? Puis ça tombe en bas, là, rendu ici, ton cerveau, il capote, là, lui. Là. Il n'y a plus de glucose dans le sang. Tu es en urgence. Tu es en urgence énergétique. Là, c'est l'heure est grave. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais là, tu vas avoir faim. Il faut que tu manges. Là, c'est plus normal, cette histoire-là. Là. Et là, ton cerveau, là, c'est important. Il va agir, ton cerveau. OK? Fait qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas avoir une fatigue rapide, tu ne te sentiras pas bien pantoute. Tu vas être irritable, hein, tu vas avoir du brouillard mental, là, tu vas être peut-être même jusqu'à être désorienté, tu te sentiras plus bien pantoute, hein. Perte de concentration. Puis là, tu vas avoir un signal qui va dire: «Mange maintenant. Mange maintenant, ça presse». OK? Donc, mais là, il va y avoir un autre récidiviste qui va arriver. Hein, le fameux fructose. On a vu glucose, mais le fructose aussi est en cause ici. N'oubliez pas, les glucides, là, c'est les grands coupables souvent dans toutes sortes de problèmes qu'on a, toutes sortes de problèmes métaboliques d'une part, mais la faim, là, on est tout le temps affamé. Checkez bien les glucides, hein, les sucres simples comme le glucose, le fructose, le sucrose, le sucre blanc là, qui contient à part égale du glucose et du fructose dans sa composition chimique. Là. Les grands responsables de cette histoire-là, c'est pas les farces. OK? Donc, encore, ils sont responsables. Ben, le glucose, qu'est-ce qui va se passer? Ben, premièrement, il est métabolisé, on l'a dit, il est métabolisé, le fructose, par le foie. Et ce qui se passe, parce qu'il est directement métabolisé par le foie, puis que le corps, quand tu ingères du fructose, excusez-moi, quand tu ingères du fructose, le corps, il perçoit, il y a de la misère à percevoir un signal de satiété avec le fructose. Le glucose, il est capable de bien, bien gérer le glucose. Donc, il a assez de glucose dans le sang, t'es pas pire. Il est capable de percevoir ça. Mais en ce qui concerne le fructose, le signal est très, très faible en termes de satiété. Ça veut dire que tu sais pas que tu as plus faim. Tu sais pas que tu as assez de réserve, tu as assez mangé. Non, tu le sais pas. Ton corps, il est pas en mesure de détecter ça adéquatement. Fait que là, ben, tu sais pas que tu as plus faim. OK? Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on l'a dit, le fructose, ça favorise la production de gras. Alors, là, on l'a dit, pic d'insuline, stockage, le fructose n'influence pas l'insuline. Mais en règle générale, tu ne manges pas du fructose pur. Hein. Je faisais ça. Moi, quand j'ai appris que le fructose, c'est le sucre de fruits plus jeune, j'étais tout jeune, j'étais adolescent. Ouais, j'étais adolescent, j'essayais de perdre du poids. Je m'achetais du fructose, je mangeais ça à la place de mes céréales, à la place du sucre blanc. Imaginez-vous, ça favorise la production de mon gras. Moi, j'ai pris du poids puis fini. Fait que les fructoses n'affectent pas l'insuline, mais quand même, ça favorise quand même la production de gras. On l'a dit parce qu'il est transformé en graisse dans le, dans le foie. OK, ça, c'est assez important. En plus, comme on l'a dit, le cerveau ne comptabilise pas les calories. Et quand je parle de calories, je parle d'énergie. On a vu la dernière fois ou l'avant-dernière fois que la calorie, c'était vraiment une construction scientifique qui n'était pas adéquate pour décrire le corps humain. Mais par contre, c'est une conception adéquate. Ça veut dire que le corps a besoin d'énergie pour fonctionner. OK? Évidemment, cette énergie-là, on va la retrouver sous forme de graisse, sous forme de glucides. Ça va être transformé en adésamine triphosphate, en tout cas, dans le corps, qui est la monnaie d'échange énergétique, si tu veux, pour le corps. Et là, ce qui se passe, c'est que le cerveau, il ne comptabilise pas les calories consommées sous forme de fructose. Il ne perçoit qu'un intense plaisir. Alors, quand tu manges du fructose, le cerveau, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit: «Ah, wow, c'est bien bon, cette histoire-là. Hein, ça stimule toutes sortes de centres de plaisir», mais il n'est pas capable de savoir que tu en as assez mangé. OK? Donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe après ça? Les conséquences du fructose, bien évidemment, on l'a dit, la satiété est retardée ou elle est faible. Comme le corps n'est pas en mesure de se dire, ben écoute, tu as assez mangé, ta satiété, elle est retardée ou elle est très faible. Ça veut dire que tu as encore l'impression d'avoir faim. OK? Ensuite, ça va te pousser à consommer excessivement. Hein, ça va te pousser à avoir une consommation excessive. Tu vas avoir un déséquilibre énergétique.
ça va renforcer le cycle alimentaire, ton système global est perturbé. En plus de ça, puis on l'a dit la dernière fois, on se rappelle que dans le foie, le fructose, qu'est-ce qui se passe? Tant que tu as de la fructokinase, l'enzyme qui est responsable de gérer le fructose dans le foie, tant qu'il y a du fructose, elle continue de rouler, puis elle dépense sans compter des ATP. Hein, L'ATP, la fameuse monnaie d'échange énergétique dans le corps, ben, elle, pour gérer, la, pour digérer, si on veut, pour métaboliser le fructose, ben, elle dépense sans compter. C'est pas grave, au diable la dépense. On dépense de l'ATP, on dépense de l'ATP. Tant qu'il y a du fructose, on dépense de l'ATP, on dépense de l'ATP, on dépense de l'ATP, on dépense de l'ATP. On en a besoin, on dépense de l'ATP. On dépense d'argent, on dépense d'argent, on dépense d'argent. On en a besoin, on en a besoin, on dépense d'argent, on dépense d'argent. Pour gérer le fructose, il faut, parce qu'elle, la fructokinase, tant qu'il y a du fructose, elle gère le fructose puis elle dépense des sous pendant ce temps-là. Ben, à un moment donné, tes sous, s'ils sont utilisés pour gérer le fructose, tu n'en as pas pour gérer d'autres choses, là, pour les autres mécanismes. Ça veut dire quoi? Ton corps, à court d'ATP, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'énergie. Envoie la faim. On comprend-tu que les choix que tu fais dans les décisions alimentaires que tu vas prendre vont influencer directement l'impact en termes de satiété puis en termes de ta faim. Moi, je savais pas ça tout à ce moment-là, là, dans le passé. J'ai appris ça. J'ai appris ça en me penchant sur pourquoi. Veux-tu me dire, moi, j'essaie de faire tout ce qu'on me dit de faire, puis je gagne du poids, je prends du poids, je prends du poids. J'avais passé 275 livres. J'étais, écoute, à 5 pieds 7, 5 pieds 8. C'est beaucoup trop, hein, beaucoup, hein, c'est de l'obésité morbide. J'essayais de tout faire, puis écoutez, j'y arrivais pas. J'avais toujours faim, évidemment. Tu donnes à ton corps, tu exiges de ton corps de faire 7 heures d'exercice par semaine à 70 de ton rythme cardiaque maximal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es toujours en dépense énergétique. T'as pas, puis tu es à 1200 calories par jour. Tu n'as jamais assez d'énergie qui rentre pour subvenir à tes besoins. Mais l'énergie qui rentre, tu le stores. Toujours faim. Tu as toujours faim. Puis à ce moment-là, je mangeais, hein, selon les beaux, j'essayais de diminuer. Je m'en allais dans une alimentation de plus en plus végétale, parce que c'est ce qu'on me disait. Alors, je mangeais de plus en plus de grains, bourrés de glucides. Je savais pas, hein, je savais pas. Mais mon corps, lui, il me s'en doutait parce que je prenais du poids pour finir. Ensuite, il y a une autre hormone intéressante. Je ne pense pas qu'on en a déjà parlé dans la chaîne ici. C'est la ghréline. La ghréline, c'est une hormone qui est fascinante, une hormone qui est très importante, surtout quand on parle de faim. Et pourquoi? Ben parce que la ghréline, c'est l'hormone de la faim. C'est à ça qu'elle sert, la ghréline. La ghréline, elle sert à donner faim. Et quand l'estomac décide de produire la ghréline, là, tu as faim. Okay? Là tu es affamé. Okay? Fait que la ghréline, elle va monter avant les repas. Hein? Souvent, quand tu as faim, là, hey, c'est là, il faut que je mange, là, j'ai faim, c'est là. Elle va monter avant les repas. Elle va stimuler l'appétit. Quand elle est présente, elle augmente la motivation à manger certains, peut devenir constante avec les grignotages. On va expliquer pourquoi dans quelques instants. Hein? Parce que la ghréline, elle, est une hormone extrêmement conditionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle, si tu as l'habitude de manger 2 repas par jour, avant les repas, à heure fixe, avant les repas, ben, hey, là, c'est l'heure. L'horloge biologique, elle la connaît, l'horloge biologique. L'estomac, il va produire ça à l'heure que tu manges. D'habitude, il va appuyer une quinzaine de minutes avant pour que quand tu mets ta table, là, tu as faim, là, tu es prêt à manger. Là. Très conscient parce que tu peux, à ton comportement, tes décisions, ton horaire, peu importe, ça va avoir un impact sur quand ta ghrelin va être produite par ton estomac. OK? Contrairement à d'autres hormones qui réagissent à des besoins physiologiques, la ghrelin, elle, s'adapte selon les habitudes et selon l'horloge biologique. C'est ça qu'elle est très conditionnelle. Elle s'adapte à ton style de vie, à ce que tu vas, à tes habitudes alimentaires de quand tu vas manger, ton horloge, ton horaire alimentaire. Mais là, ce qui se passe, c'est que l'horaire alimentaire, la ghrelin, elle possède une sorte de mémoire. OK? Si on mange tous les jours à midi et demi, par exemple, le corps va sécréter un pic de ghrelin à midi et quart. Il a besoin réellement d'énergie ou pas. Donc, que tu aies besoin de manger ou pas, elle, la ghrelin, elle va produire de l'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends 2 repas par jour, si tu en prends 3, si tu en prends 5, si tu en prends 7 repas par jour à heure fixe, ton corps, à heure fixe, il va te produire de la ghrelin pour dire, OK, c'est le temps, on va manger là, cette heure. Allez, vas-y. Que tu aies besoin d'énergie ou pas.
C'est automatique. C'est ça son rôle à la gréline, c'est stimuler l'appétit, la motivation à manger. L'anticipation, le pic, un petit peu. Et donc, le pic survient par habitude. Si vous sautez le repas, le taux finit par redescendre de lui-même après environ 1 heure, même sans manger. C'est ça qu'on entend, on dit souvent, ben, écoute, si tu as faim, attends un peu, ça va passer, c'est parce qu'à un moment donné, la gréline elle va redescendre, puis tu n'auras plus faim à un moment donné. Ton envie de manger va diminuer, puis, parce que ton estomac va calmer ça, la production de gréline. Et comme on a dit, la régularité des horaires fixes stabilise la gréline. À l'inverse, manger à des heures anarchiques dérègle le signal, créant des sensations de faim imprévisibles et intenses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu manges n'importe quand et n'importe comment, si tu n'as pas d'horaire pour manger, si tu es comme un petit peu un horaire chaotique, là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va dérégler les signaux parce que tu respectes pas ton horloge biologique. Puis tu vas créer des sensations de faim imprévisibles. Ça veut dire n'importe quel moment de l'heure de la journée, tu as encore dans ma tête, là, bon, l'estomac chute, une petite chute de grénine au cas où que tu pourrais manger. Puis là, hein, ça devient imprévisible, puis ça devient très intense. Parce que ton corps, il a besoin d'une certaine routine. L'un des régulateurs de la ghrelin, c'est le sommeil. Moi, je me souviens, j'ai travaillé nuit longtemps, longtemps dans ma vie. Puis parce que je travaillais nuit, puis que je perdais à peu près toujours une nuit de sommeil par semaine, ou à peu près, parce que mes heures de dodo étaient absolument irrégulières. Pourquoi? Mais parce que tout le monde, tu vis tout le temps à l'envers de tout le monde. Là. Il y a des fêtes, il y a des activités, il y a des sorties, il y a des. Hein? Puis la fin de semaine, quand tu changes d'horaire, hein, quasiment 1 ou 2 journées, ben c'est pas mal difficile. Tu as la misère de dormir, tu as la misère. Fait que c'est très, très irrégulier. Ben, quand j'ai arrêté de travailler de nuit, j'ai perdu 30 livres sans même essayer parce que ça stabilisait ma créline. OK, mais ça, je ne savais pas à l'époque. Là, je comprends pourquoi aujourd'hui. Puis le sommeil, ça a un impact fort, ça a un impact immédiat quand tu commences à bien dormir. Ça veut dire aussi que s'il y a une nuit que tu ne dors pas ou que tu dors mal, ça va déstabiliser, ça va dérégler ta gréline. Là, tu risques d'avoir des faims ou des envies de manger là, subites. Une seule nuit courte, moins de 6 heures, fait grimper le taux de gréline de manière significative dès le lendemain matin. OK? Fait ça a un impact très important, la ghrelin. En parallèle, le manque de sommeil fait chuter la leptine. On va voir c'est quoi la leptine dans pas long. La leptine, c'est comme le contraire de la ghrelin. La ghrelin, elle a dit, ouais, va manger. La leptine, elle a dit, OK, tu as assez mangé, tu n'as plus besoin de manger. Là, ça coupe la faim. OK? Alors, quand tu manques de sommeil, ben, en parallèle de faire grimper ta ghrelin, ben, tu fais chuter la leptine. OK? Donc, le résultat, c'est quoi? C'est que tu as encore plus faim et tu es encore moins vite rassasié. Donc, tu as faim, tu veux manger, puis ça prend plus de temps à être rassasié parce que ta leptine n'est pas au rendez-vous. Ensuite, la ghrelin, elle est directement liée à l'axe du stress. Hein. Le cortisol, l'hormone du stress, stimule la production de ghrelin. Fait que tu es stressé, hey, tu veux manger. Moi, quand je suis stressé, en tout cas, ça fait pas ça à tout le monde. Mais moi, quand je suis. Ben, ça veut dire que ça fait ça à tout le monde, mais on est moins sensible à ça, dépendamment de comment on gère notre stress d'habitude. Ça, encore là, hein, la routine, les habitudes de vie, comment on gère ça. Moi, c'est clair que le cortisol, quand je stresse, mais là, ma ghrelin, elle stimule vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le cerveau cherche à apaiser le signal de faim, de stress par une récompense immédiate. Là, j'ai faim, puis j'ai faim. Maintenant, là, je suis affamé. OK? Donc, puis là, ça produit un cercle vicieux. Pourquoi? Parce qu'un niveau de ghrelin élevé a un effet anxiolytique temporaire. Ça veut dire que ton estomac produit de la ghrelin, et parce qu'il produit de la ghrelin, ça a un effet anxiolytique. Ça veut dire, euh, c'est-à-dire que quand l'estomac, tu es stressé, OK, là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le corps, pour compenser le stress, va produire la ghrelin qui a un effet anxiolytique. Ça veut dire qu'il va diminuer la sensation de stress, mais en montant la ghrelin. Donc, monter la ghrelin, ça fait quoi? Ça stimule l'appétit. Fait qu'évidemment, quand ta ghrelin augmente, tu cherches à manger parce que la ghrelin a un effet, ton corps, il veut diminuer l'anxiété, produit de la ghrelin comme anxiolytique. OK? Et là, c'est ce qui te pousse encore plus à réclamer la nourriture pour compenser la réponse à l'anxiété. Maintenant, il y a une nouvelle amie, hein, on en a parlé un petit peu, c'est la leptine qui est l'hormone de la satiété. Hein, elle est vraiment importante. Elle est produite non pas par l'estomac comme la ghrelin, elle est produite par les graisses, donc par la masse, la masse adipeuse. Hein, nos graisses là, produisent de la leptine. Puis, c'est pourquoi? Ben, parce que ça indique que l'énergie est suffisante. Tu n'as pas besoin de manger plus parce que c'est correct. Tu as des réserves. Tu peux ne pas manger. OK? Puis donc, ça va conséquemment réduire l'appétit. Donc, elle a vraiment un rôle important à jouer, la leptine. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Trop de graisse, trop de masse adipeuse, trop de production de leptine. Ben, un petit peu comme on avait vu sur la résistance à l'insuline, ben, ça se peut que ton corps développe de la résistance à la leptine aussi. OK? Donc,
l'hyperinsulinémie, l'inflammation chronique, le taux de triglycérides élevé, ça produit un cercle vicieux de résistance à l'insuline. Donc, hyperinsulinémie, là, OK, on se rappelle, c'est quoi ça, l'hyperinsulinémie ici, là? Trop de glucides, trop de glucose dans le sang, ton pic d'insuline, hyperinsulinémie ou un taux d'insuline tout le temps trop élevé, ben, ça va produire la résistance à la leptine. Donc, moins de signal de satiété. OK? Tes cellules deviennent sourdes à la leptine. Ça va produire aussi de l'inflammation chronique. C'est une des causes de l'inflammation chronique, la résistance à la leptine. Les, c'est un cercle vicieux, là, on se comprend. L'inflammation chronique peut produire la résistance à l'insuline, excusez-moi, la résistance à la leptine, puis la résistance à la leptine va aussi produire l'inflammation chronique. OK? Il y a comme un cercle vicieux qui est là. Taux de triglycérides élevés, résistance à l'insuline, ainsi de suite. Puis ça fait un cercle vicieux soir. En ce qui concerne l'hyperinsulinémie, il existe un lien étroit entre la résistance à l'insuline et celle à la leptine. Des pics d'insuline constants dus au sucre et aux glucides raffinés favorisent la résistance à la leptine. L'insuline élevée bloque l'action de la leptine au niveau du cerveau. Alors, dès que l'insuline arrive trop d'insuline au cerveau, ben le cerveau ne peut pas entendre, ne peut pas percevoir la leptine. Il y a comme trop d'insuline bloque la perception de leptine par le cerveau, donc il ne sait pas que tu n'as pas faim. Taux de triglycérides élevé, ben, un taux de graisse circulant trop élevé dans le sang interfère directement avec le transport de leptine. Donc, si ça interfère avec le transport de leptine, ben, ça ne peut pas se rendre aux endroits où est-ce qu'il pour te dire, ben, écoute, tu n'as pas faim. Ça passe pas. La leptine a de la misère à passer, ben, le signal ne se rend pas. Okay? En ce qui concerne l'inflammation chronique, ben, la résistance à la leptine est une des causes importantes d'inflammation, souvent due à une mauvaise alimentation qui bloque le passage de la leptine vers le cerveau. Le cercle vicieux, évidemment. Plus on a de masse viscérale, de masse grasse, c'est-à-dire plus on a de masse grasse, que ça soit la graisse abdominale, la graisse, dépendamment où est-ce que vous storez votre graisse privilégiée, mais ça peut être aussi la graisse viscérale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez être des toffees. C'est quoi un toffee? Ben, c'est l'expression anglaise qui dit thin outside, fat inside. C'est beau avoir l'air maigre, mince à l'extérieur, thin outside, mais tu peux être bourré de graisse viscérale. Donc, autour de tes organes, tu as de la graisse qui est là, même si ça ne paraît pas à l'extérieur, ça fait ce cercle vicieux-là quand même. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, on dirait qu'ils ont tout le temps faim, mais qui n'engraissent pas. C'est parce que la graisse, ils ne la prennent pas aux endroits qui sont peut-être visibles, mettons. OK? Donc, c'est pas parce que tu es mince que tu n'as pas ce problème-là. OK? À force d'être bombardé par des taux trop élevés de leptine, les récepteurs finissent par ne plus répondre. C'est un peu le principe là, de la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline, le signal est présent, mais il est mal reçu. Le cerveau ignore les réserves. La faim est maintenue malgré l'abondance. Il y a un déséquilibre du système, encore et encore et encore. OK? Donc, ton accélérateur, la gréline est active, elle roule, mais ton frein est inefficace. Ton frein, c'est la leptine, l'accélérateur, c'est la gréline, c'est deux pédales. OK? Alors, si tes choix alimentaires font en sorte que tu stimules ta gréline, puis tu invalides ta leptine, là, on comprend-tu qu'on a tout le temps faim? On a tout le temps faim. Puis là, on a une bonne amie aussi, la dopamine. La dopamine, encore, je vous l'ai dit, la faim, être affamé, c'est souvent une question d'hormones. OK? La faim est une question d'hormones. Très souvent, très, très souvent. Il faut comprendre ça. C'est assez important de réaliser ça. OK? Donc, la dopamine, elle, c'est une hormone très, très importante. Elle est fantastique, la dopamine. OK? C'est l'hormone de la motivation. L'hormone de la motivation, qu'est-ce qu'elle fait, la dopamine? La dopamine, c'est comme le moteur de la poursuite. Hein? C'est comme l'accélérateur de poursuite. Pourquoi? C'est elle qui va stimuler. En fait, elle stimule la quête de récompense, la dopamine. Elle cherche à être, OK, on dit souvent que c'est l'hormone du plaisir, mais c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt l'hormone de la poursuite. Ça stimule la recherche de la nourriture, la dopamine. OK? Elle est activée par des récompenses rapides. Et l'aliment moderne, c'est une stimulation intense. En fait, les laboratoires de recherche en termes d'industrie alimentaire, les laboratoires qui font de la recherche en termes de qu'est-ce qui stimule la recherche d'alimentation, la recherche alimentaire, hein, qu'est-ce qui stimule la faim, qu'est-ce qui stimule la consommation, ben, c'est une des cibles. Qu'est-ce qu'ils veulent cibler? La stimulation de la dopamine, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas rechercher activement de la nourriture. OK? Ça va renforcer les comportements alimentaires, qui est très important. Et il y a un lien direct entre la dopamine et l'hyperpalatabilité. C'est quoi ça, l'hyperpalatabilité? Ça veut dire que c'est les aliments qui sont très prisés. Hein? Les aliments, il y a des textures, il y a des goûts, il y a des saveurs, des choses sont très, très intéressantes pour le cerveau. Hein? Quand je vous ai dit tout à l'heure que ça procure un plaisir instant, ça procure un vif plaisir. Ben, l'hyperpalatabilité, c'est ça. C'est c'est hyper bon à manger. OK? Hyper bon à manger. OK? Alors, c'est ça que ça fait. Et
Donc, les laboratoires, il y a comme une combinaison de sucre, de gras, de sel, de texture, de toutes sortes de choses pour maximiser la stimulation qui va dépasser les signaux naturels, les signaux naturels et qui va relancer le désir à chaque bouchée. Fait qu'à chaque bouchée, ça se stimule. Ah, j'en veux plus. Je veux rechercher plus de ce stimulus-là. OK? Et donc, ça va nourrir un circuit de répétition. Un circuit qui va dire, OK, je vais encore manger, je vais encore manger. Ça fait une boucle. OK, je vais encore manger, je vais encore manger, je vais encore manger. Et ce qui va se passer, c'est que ton cerveau, comme un bonjour, je vais faire un épisode complet sur la dopamine parce que c'est fascinant, la dopamine, pour toutes sortes de raisons. Mais ce qui se passe, c'est que, un, ça s'épuise facilement, la dopamine, mais deux, le cerveau aussi peut être moins sensible à la dopamine à cause de toutes sortes de situations. Et là, tu vas avoir besoin de plus pour le même effet. Hein, c'est un petit peu le problème des narcotiques. Hein. Les narcotiques, tu as besoin de toujours une dose plus grande un peu pour que ça produise le même effet. Ben, on retrouve essentiellement la même situation avec les aliments qui ont été développés pour l'hyperpalatabilité. Ça va produire un cycle de surconsommation. Les décisions vont être moins rationnelles, ça c'est important. Et ça va produire des comportements automatiques. Automatiquement, tu vas commencer à manger sans même t'en rendre compte. Un peu comme quand je fumais la cigarette. Hein, à un moment donné, tu t'allumes la cigarette, tu t'en rends pas compte, tu arrêtes de fumer, tu t'en allumé. Puis là, finalement, la soirée a passé, puis ton cerveau est plein. Pourquoi? Ben parce que ça devient des comportements qui sont automatiques. OK? Alors, c'est un petit peu la même situation, mais là, avec la nourriture. Et là, je veux vous présenter notre BFF. En anglais, ça veut dire Best Friend Forever. Hein, notre BFF, notre meilleur ami. Hein? C'est qui notre meilleur ami? Ben, c'est la protéine de qualité. Quand je dis de protéine de qualité, je ne parle pas de protéine végétale, je vous parle de protéine animale. Oui, je le sais, je le sais. On va voir une autre fois, dans un autre épisode, pourquoi je dis que la protéine de qualité, ben, privilégie la protéine animale parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour le corps. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux en termes de profil acide aminé, de profil de tout ce que vous voudrez, c'est excellent. Donc, mais la protéine de qualité, c'est elle notre meilleure amie. Pourquoi? Bien, on va voir ça en ce moment. Pourquoi la protéine de qualité est si importante en termes de satiété? Pourquoi? Mais parce que la protéine, elle va donner au corps, le corps va répondre à la protéine quand il va percevoir, quand il va détecter des protéines de haute qualité dans notre alimentation. Dès qu'on va la manger, ça va produire un signal de satiété. Et c'est le signal de satiété principal. Pourquoi? Ben parce que les protéines, il faut comprendre que c'est un matériau essentiel pour notre corps. Le corps, il en a besoin de protéines pour faire à peu près tout. Hein? Tu parles des os, tu parles des hormones, tu parles de la peau, tu parles il n'y a rien dans le corps qui n'utilise pas les protéines. OK? Sous forme, en tout cas, d'acide aminé, là, mais je ne veux pas rentrer dans les détails de la composition chimique de la protéine. On va voir ça dans un autre épisode. Mais bon, c'est le signal de satiété principal de la protéine. Ça apporte des acides aminés essentiels. Le cerveau cherche activement ce signal-là. Et c'est ça qui est un élément important, puisque le corps en a besoin. Si ça ne se trouve pas, c'est difficile à trouver pour l'être humain. Je ne parle pas dans les sociétés modernes de surconsommation d'aujourd'hui, là, puis même là, ça peut être très difficile, mais normalement, quand tu es appelé à survivre, hein, si tu es chasseur-cueilleur, si tu veux survivre dans des milieux qui sont parfois arides, c'est dur de trouver de la protéine. C'est pour ça que souvent, quand tu as assez de protéines, le corps peut dire, OK, on est correct, on est set, là, on a tout ce qu'il faut, là, on a tout le matériau qu'il faut pour construire, on est correct. OK? C'est pour ça que le cerveau, il cherche ce signal-là, très important, parce que s'il manque de protéines dans ton alimentation, tu vas toujours avoir faim. Pourquoi? Parce que le cerveau dit, mange, j'ai pas assez de protéines, mange, j'ai pas assez de protéines, mange, j'ai pas assez de protéines. OK? Et donc, la satiété réelle est seulement présente si tu as atteint ton seuil de protéines suffisant. OK? Parce que c'est ce qu'on appelle l'effet de levier des protéines. Le corps veut prioriser les protéines parce que c'est si difficile à trouver dans la nature. Les plantes, ça ne donne jamais assez de protéines. Qu'est-ce qui donne assez de protéines? C'est les animaux souvent. Puis les animaux ne veulent pas se faire manger. Fait que c'est dur à trouver. OK? Donc, le corps va prioriser les protéines. Fait tu vas manger jusqu'à temps d'atteindre le quota de protéines requis. OK? Si tes protéines sont diluées, ben, tu vas avoir la surconsommation. Pourquoi? Ton corps a besoin de protéines et tu vas manger jusqu'à temps que tu en aies. Si tu as assez de protéines, là, ta satiété va être activée. OK. Évidemment, toute chose étant égale par ailleurs. Là, on se rappelle, tous les autres éléments, ça annule pas tout ce qui a précédé. Là. Donc, tu as diminué tes glucides, tu as diminué surtout le glucose fructose, tu as fait des choix sains, puis tout ça. Fait que là, si tu manges assez de protéines, ça va t'apporter la satiété. Parce que les glucides ne compensent pas le manque de protéines. Ça, c'est important de comprendre ça. Le résultat, manque de protéines, tu vas trop manger, tu n'auras pas de satiété. OK? Ça ne sera pas parce que ton corps veut trouver ça.
Et d'ailleurs, ton corps risque de réagir pareil s'il te manque quelque chose d'alimentation. Souvent, tu vas avoir le goût de la 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 comment tu appelles ça? La sagesse traditionnelle va dire: «Ben, si tu as faim de quelque chose, mange-en parce que ça se peut qu'il te manque quelque chose». Pas tout le temps, parce que tu peux avoir très faim de glucides puis ça ne donne rien les glucides. Mais par contre, tu peux avoir besoin de sel, besoin de quelque chose, puis là, tu vas avoir le goût d'un aliment particulier parce que ton corps est peut-être habitué à trouver cette substance-là dans cet aliment-là. OK, en tout cas, ça, c'est une sagesse traditionnelle. J'ai jamais lu d'études avérées sur ce dernier élément-là de te dire que tu as faim de quelque chose parce qu'il te manque quelque chose. Mais c'est une sagesse qu'on entend souvent, puis pour moi, ça fait quand même un certain sens. Surtout en lien avec l'effet de levier qui, lui, est attesté par les études cliniques sur l'effet de levier des protéines qui est quand même assez attesté là, L'autre chose qui va avoir un impact important, c'est la fréquence des repas. Parce que chaque repas stimule de l'insuline. Trop de repas, l'insuline est constante, l'accès aux graisses est réduite, dépendance au tu as une dépendance, tu as hâte au prochain repas parce que tu as pas accès à ton énergie. Fait que tu vas avoir une perte d'autonomie énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux pas vivre sans manger. Fait que tu as besoin de t'alimenter tout le temps parce que tu as pas accès à ton énergie. L'autre chose qui va avoir un impact important, c'est la fréquence des repas. Parce que chaque repas stimule de l'insuline. Trop de repas, l'insuline est constante, l'accès aux graisses est réduite, dépendance au tu as une dépendance, tu as hâte au prochain repas parce que tu as pas accès à ton énergie. Fait que tu vas avoir une perte d'autonomie énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux pas vivre sans manger. Fait que tu as besoin de t'alimenter tout le temps parce que tu as pas accès à ton énergie. Ça, le jeûne, c'est vraiment un métier extraordinaire. C'est un outil que moi, dans ma vie, je privilège de plus en plus. Pourquoi? Et là, en passant, je vous rappelle que je suis juste un vieux prof de science. C'est pas à moi de vous dire quoi faire, quoi pas faire. Fiez-vous certainement pas à des chaînes YouTube pour votre santé. Allez vous informer, allez consulter des professionnels de la santé qui sont agréés et qui connaissent de quoi ils parlent. Vérifiez voir s'ils savent vraiment de quoi ils parlent, parce que ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un a un docteur avant son nom ou qu'il y a ce que tu voudras avant son nom, il sait de quoi il parle, OK? Donc, il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas se fier à n'importe qui, mais en même temps, fiez-vous certainement pas à une chaîne YouTube, surtout pas à moi. Pourquoi? Ben parce que moi, je vous dis ce qui fonctionne pour moi. Je ne vous dis pas quoi faire, je ne vous dis pas quoi pas faire, je vous dis pas OK? C'est vraiment important. Dans le jeûne, c'est une alternance naturelle de manger puis de ne pas manger. Puis dans la nature, les animaux, par exemple, le loup, le lion, le tigre, les carnivores, et même à la limite les herbivores, ben, il va y avoir une alternance, hein. Ils vont chasser, ils vont manger, puis je sais pas moi, le carnassier va être quelques jours sans manger parce qu'il a mangé à sa faim, puis il s'est bourré, puis après ça, il faut qu'il jeûne, il faut qu'il cure, qu'il digère son alimentation. OK, donc ça permet d'utiliser les réserves, ça active le nettoyage cellulaire, hein, la fameuse autophagie. On va parler dans une autre fois, on va faire un épisode strictement lié, réservé au jeûne parce que c'est vraiment important. Mais ça active le nettoyage cellulaire, le jeûne. Puis, c'est largement disparu dans la mode du monde de la vie moderne. Pourquoi? Ben parce que c'est pas payant le jeûne. Il y a pas aucune chaîne alimentaire. L'industrie agroalimentaire, à la limite l'industrie, pharmaceutique, ils n'ont pas intérêt, aucun, en tout cas l'intérêt financier en tout cas, à promouvoir le jeûne. Même si le jeûne, c'est vraiment extraordinaire dans ses bienfaits pour le corps. N'oubliez pas qu'on va vanter les mérites, par exemple, de l'alimentation, ils appellent ça le régime méditerranéen, là, hein. On a vanté ça, surtout parce qu'on voulait nous dire que que c'était riche en plantes puis faible en produits animaliers. C'était faux. Mais ça, c'est une autre histoire. On va voir ça une autre fois. Mais on oublie que en Méditerranée, là, en Grèce, entre autres, là, d'où on a tiré cette idée de régime méditerranéen, mais en Grèce, là, il y avait le calendrier, quand on a fait ces études-là, ben, le calendrier liturgique grec, les gens étaient encore très croyants à ce moment-là, et peut-être le sont-ils encore, mais toujours est-il que dans le calendrier liturgique grec, hein, chez les orthodoxes grecs, il y a plus de 200 jours annuels dans l'année. 200 jours, 200 sur 365. Plus de 200 jours par année où est-ce qu'il y a des jeûnes totals ou partiels. 200. On comprend-tu que le jeûne a une grosse fait partie intégrante de l'alimentation, de l'alimentation méditerranéenne. Donc, j'ai dit en entrée de jeu que la biologie dicte le comportement, mais on a dit en fait qu'elle l'influence, hein, et que les décisions en amont, c'est-à-dire les choix que je vais prendre avant, tu sais, en planification, en tenant compte du fait que la biologie va fortement influencer mon comportement, ben, comment est-ce que je peux reprendre le contrôle de ça en utilisant ce que je sais de la biologie pour, hein, mitiger la faim puis essayer de
la garder sous contrôle. Alors, comment est-ce que je vais reprendre contrôle de ma faim? Ben, il y a des belles pistes de solutions ici que moi j'ai utilisées puis qui se sont avérées très utiles. Donc, pour reprendre le contrôle, premièrement, il faut restaurer les signaux biologiques, hein. Il faut que mon corps puisse entendre les signaux, entendre qu'il a faim et entendre qu'il a plus faim. Il faut qu'il reprenne contrôle sur la satiété et sur la faim, OK? Pour pas mélanger les signaux puis qu'il ne sache plus quoi faire. Ensuite, réduire les perturbateurs, diminuer ce qui va perturber les signaux. Il faut stabiliser l'énergie pour s'assurer que ça soit stable, pour pas que justement le cerveau s'emballe, justement, comme on l'a vu dans le cas d'un pic de glycémie, un pic d'insuline. Et là, le cerveau perçoit ça comme une urgence, puis ben, il faut stabiliser tout ça, cette histoire-là. Il faut recréer les cycles naturels, comment est-ce que ça fonctionne naturellement. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les leviers, hein. Évidemment, un des leviers principaux, c'est prioriser les protéines de qualité. Et pour ma part, une protéine de qualité, ben, c'est une protéine animale, que ce soit du poisson, du poulet, du porc, des ruminants, comme le bœuf, l'agneau et ainsi de suite. Je pense que ça, c'est prioritaire, des belles protéines de qualité qui contiennent l'ensemble des acides aminés essentiels et en plus de toutes sortes d'autres choses que ça peut apporter à notre santé. Évidemment, ça c'est excellent. Ensuite, diminuer, voire même couper complètement tout ce qui est des aliments transformés. Tout ce qui est transformé, là, coupez ça le plus possible. Donc, diminuer et même couper tout ce qui est glucides. OK, si vous pouvez diminuer, tant mieux. Si vous pouvez, vous pouvez complètement couper les glucides, mais ça, c'est vraiment encore mieux. Couper le grignotage constant, OK? Et donc, un des éléments importants aussi, c'est à l'épicerie. Quand j'entre à l'épicerie, premièrement, allez-y pas quand vous avez vraiment faim parce que vous allez acheter n'importe quoi, hein. C'est pas une bonne idée d'aller à l'épicerie le ventre vide. Faut y aller le ventre plein. Donc, manger puis aller à l'épicerie après avoir mangé. Comme ça, c'est pas la faim qui va vous pousser. On l'a vu comment est-ce que la faim pouvait motiver la quête de nourriture. Fait que là, tout ce qui va vous sembler bon à manger, tout va sembler bon quand on a très faim. Donc, mangez une fois que vous sentez la satiété. S'en tenir aux vrais aliments, hein, si vous voulez pas couper les glucides, c'est correct, je veux dire, c'est à vous de voir et c'est parfait pour ça. Mais si vous voulez au moins les couper, ben, assurez-vous de manger des aliments qui sont vrais, hein, des vrais aliments. Quelque chose que votre arrière-arrière-arrière-grand-mère a pu dire: «Ah oui, ça se mange». Si, des boîtes de carton puis des mélanges de ci puis de ça c'était pas perçu comme des éléments, ça aurait pas été perçu comme des aliments, là, il y a quelques centaines d'années, on se comprend? Donc, c'est des vrais aliments que ça prend. Donc, si vous voulez manger des légumes verts, priorisez les légumes verts qui sont faibles en glucides, priorisez ce qui est bon, priorisez la viande qui est non altérée, non transformée autant que possible, OK, pour s'assurer des choses de qualité. Évitez les rangées. Donc, à l'épicerie, évitez de rentrer dans les rangées. Pourquoi? Parce que là, tous les aliments transformés sont dans les rangées. À part peut-être l'eau de source, là. Sinon, à peu près toutes les rangées, c'est transformé. Évidemment, il y a des épiceries maintenant que le froid est dans les rangées. Ben là, ajustez-vous comme tel, mais tenez-vous-en à ce qui est le moins possible transformé. Diminuer ou même couper les glucides. Alors, parmi les glucides, on a vu, évidemment, tout ce qui est les glucoses, fructose, mais aussi les amidons, hein. Ma mère disait: «Coupe les P, pain, pâtes, patates, pâtisserie», tout ce qui va avec les pain, pâtes, patates, pâtisserie, farine et ainsi de suite. Couper les glucides. Puis faites attention aussi aux glucides qui se trouvent dans les produits laitiers. Moi, je sais pour moi, c'était une c'est un grand danger parce que c'est quelque chose qui est facile à manger, les produits laitiers. C'est très, on devient vite dépendant, les produits laitiers. Et puis ça contient souvent beaucoup de glucides. Alors assurez-vous de prendre des produits laitiers qui sont, bien, qui sont faibles en glucides, OK? Le plus comme du bon beurre, ça c'est excellent comme produit laitier, hein, la crème fraîche, c'est bon. Par contre, évidemment, dans ce que vous allez voir dans les épiceries, tristement, la crème, à part le beurre, là, les autres produits laitiers sont hautement transformés, souvent très transformés. Alors tenez-vous-en à des choses qui sont riches, faiblement transformées, ça va être idéal. Sinon, c'est pas grave, là, mais assurez-vous de diminuer les glucides ou tenez compte des glucides des produits laitiers dans l'alimentation. Coupez le grignotage constant. Ensuite, n'oubliez pas que plus un aliment est transformé, plus il a été conçu pour stimuler l'appétit, plus il a été conçu pour stimuler la consommation, parce que c'est ça le but, hein. Les entreprises, l'industrie agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique qui sont souvent en concomitance, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent pousser la consommation, pousser la consommation. Alors tout est fait pour stimuler la consommation. Plus ça stimule, plus tu manges, OK? Donc l'autre chose
L'autre stratégie aussi, c'est limiter les fenêtres d'alimentation. Ça veut dire quoi? Ben, diminuer le temps dans la journée où est-ce que vous mangez. Ça veut pas dire de jeûner, si vous êtes pas à l'aise de jeûner, c'est correct, mais diminuer la fenêtre où est-ce que, OK, je mange de telle heure à telle heure, le reste du temps, je ne mange pas, pour augmenter la fenêtre où est-ce que le pancréas ne produit pas l'insuline. Diminuer les fenêtres où est-ce que l'insuline est présente en quantité dans l'organisme. Donc, diminuer la fenêtre d'alimentation, ça diminue l'insuline dans le sang. Donc, on évite toutes sortes de problématiques liées à une trop grande insuline qui est circulante. Donc, au niveau des périodes sans nourriture, limiter la prise alimentaire à une fenêtre de temps précise, diminuer les pics d'insuline, augmente la sensibilité à l'insuline. En faisant ça, votre corps va se réhabituer à percevoir bien comme il faut l'insuline, puis pas seulement l'insuline, mais aussi la leptine. Hein. La résistance à l'insuline et la résistance à la leptine va diminuer, donc on va mieux percevoir les signaux que le corps va donner. Et aussi, pendant ce temps-là, ça va mobiliser les réserves et ça va réduire les fringales. OK, donc, je pense que ça fait le tour de pourquoi j'ai tellement tout le temps faim. Puis ça, je pense que c'est des bonnes. En tout cas, c'est des stratégies qui ont fonctionné pour moi. Je vous encourage à voir si, peut-être avec votre professionnel de la santé, voir si ce ne serait pas des stratégies que vous pourriez mettre en pratique dans votre propre vie. Et puis sinon, je vous laisse là-dessus, puis on se voit la prochaine fois. Au revoir. Je ne suis pas médecin. Rien de ce que je présente ici ne constitue un avis médical, un diagnostic ou une recommandation. Je suis seulement un prof de science qui partage que je comprends l'opération scientifique et de ce qui fonctionne pour moi personnellement. Vous prenez réellement des décisions de santé sur la base de ce qu'on vous seul, vous devez n'importe quel autre contenu. Faites vos propres recherches, prenez le temps de comparer les sources, de vous tenir loin du marketing et de comprendre ce que vous faites. Consultez un professionnel de la santé qualifié et idéalement quelqu'un qui se tient à jour des données scientifiques récentes et de la littérature pertinente avant de apporter quelque changement que ce soit à votre alimentation ou à votre mode de vie. Vous êtes responsable de vos choix.